Bonjour, c'est Christelle Cronier. Vous venez avec moi, je vous emmène prendre un café avec Jérôme Marzac, le fondateur d'Index Coaching et coach certifié HEC. Il aide les dirigeants et managers à relever leurs nouveaux défis et identifier les bons leviers pour avancer. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors pourquoi est-ce que, selon vous, c'est on va dire maintenant, aujourd'hui, indispensable que les entrepreneurs prennent des coachs en fait pour les aider à avancer le mieux possible? Alors, on a vu que le contexte récent entre pandémie, entre crise économique, rend le monde extrêmement incertain et ne donne pas forcément les meilleures conditions pour entreprendre et pour réussir. Dans ce contexte-là, et contexte de grande démission par exemple, il y a beaucoup de dirigeants, beaucoup de managers qui sont en quête de sens, mais qui sont en même temps emportés par ce rythme effréné de la société qui est celle d'aujourd'hui. Le fait d'être accompagné permet d'avoir, comme on dit, on ne peut pas être jugé parti, permet d'avoir un angle extérieur pour prendre de la hauteur sur les situations, sur son propre développement, sur son organisation, sur ses recrutements, sur ses relations avec les autres. Ça permet de prendre conscience aussi de qui on est pour mieux décider, mieux agir. Le coach, il est là non pas pour donner des solutions, mais pour aider le dirigeant et le manager à se révéler dans certaines situations, à faire appel à certaines ressources ou les développer, pour pouvoir justement, à un moment donné, décider d'aller dans telle direction, de recruter plus, de se développer, de pivoter pour les startups, de mieux gérer les conflits avec des investisseurs, avec des associés, avec des personnes qui sont des partenaires, et puis de mieux être à sa place. Il y a beaucoup de dirigeants qui, sous couvert de succès, de recherche de pouvoir, se sacrifient leur vie personnelle, sacrifient leur vie de couple, sacrifient leur vie sociale pour tout le temps travailler. Le coach, il va les aider à mieux travailler et pas plus travailler. Ça, c'est une des grandes actions du coach aussi. Voilà. Le rendre autonome et le rendre plus efficace. Vous accompagnez quel type d'entreprise et quel type de spécificité, on va dire, vous apportez à travers votre coaching? Alors, j'accompagne des dirigeants de petites entreprises qui veulent grandir, qui veulent se développer. Donc, j'accompagne les dirigeants à évoluer eux-mêmes pour qu'ils puissent toujours rester acteurs de l'évolution de leur organisation. J'accompagne également des managers qui sont dans des situations de nouveauté, nouveaux enjeux. Par exemple, prise de fonction, entrée au COMEX, un expert qui devient manager et qui a une équipe qui n'a pas été formée pour ça, et donc qui a des nouveaux enjeux, des nouvelles situations qu'il ne connaît pas. Également, j'accompagne des dirigeants qui reprennent des entreprises. Je les aide à trouver le bon curseur entre le leadership, l'affirmation, l'autorité et comment utiliser, capitaliser sur ce qui a déjà fonctionné, être compatible avec la culture dans l'entreprise déjà en place. Voilà. Donc toutes ces nouvelles situations, ces nouveaux enjeux nécessitent un nouveau positionnement, nécessitent de se poser des nouvelles questions parce qu'ils ont des nouveaux objectifs et puis ils ont des nouvelles situations qui s'offrent à eux. Quelles sont les limites que vous rencontrez le plus souvent chez les entrepreneurs? Alors les limites, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont extrêmement actifs, alors certains qui sont visionnaires, d'autres qui sont actifs, qui sont dans la vitesse d'exécution. Les grandes faiblesses, mais c'est aussi dû à ce que je disais au début sur le contexte, c'est l'oubli ou le manque de capacité de prendre de la hauteur, de pouvoir être à un moment donné extrêmement stratégique, jusqu'à être non pas opérationnel, surtout pour les grandes structures, mais de comprendre comment la stratégie est déclinée en action. C'est difficile d'être conscient de ce qu'on fait au moment où on le fait et pourquoi on le fait. Il y en a beaucoup qui oublient les motivations profondes de leurs actions, qui sont le nez dans le guidon. Et il y en a beaucoup qui aussi ont beaucoup de mal à déléguer et à bien s'entourer. L'écueil numéro 1 de l'entrepreneur, surtout dans les petites entreprises, c'est de tout faire tout seul, de croire qu'il peut faire tout seul. Un entrepreneur, c'est un chef d'entreprise,
qui doit donc s'entourer d'experts, voire d'experts qui sont meilleurs que lui dans leur domaine. Lui, il est là pour piloter, il est là pour manager, il est là pour emmener, il est là pour aider l'autre à mieux travailler dans son expertise. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs, et c'est l'erreur que j'ai faite moi à ma première boîte, de tout faire et de croire qu'on peut tout faire mieux à la place des autres. Il y en a aussi qui ont peur peut-être de prendre des personnes qui potentiellement peuvent être plus qualifiées entre guillemets qu'eux. Il y a peut-être cette peur-là. Oui, il y a à partir du moment où le système est fait, une des valeurs du système en place, et notamment Taylorist, c'est le pouvoir. On a beaucoup entendu, l'information est un pouvoir, l'argent est un pouvoir, donc tous les signes extérieurs de ce pouvoir-là sont des acquis, et ceux qui les ont ne veulent pas les perdre. Les entrepreneurs ont le pouvoir parce qu'ils ont créé leur propre boîte. Il y en a beaucoup qui ont peur, et qui viennent d'ailleurs de grands groupes. Il y en a beaucoup qui ont peur que le même écueil se passe dans la boîte qu'ils ont créée. Et il y en a qui ont peur que des personnes qu'ils ont recrutées prennent leur place. Moi, j'ai quand même rappelé à certaines fois à certains entrepreneurs qu'ils étaient les actionnaires principaux, et que les peurs qu'ils transféraient sur des personnes, c'était des peurs qui leur revenaient sur des personnes qui n'avaient aucune action dans leur boîte. Donc même logiquement, c'était juste impossible qu'ils prennent leur place. Mais quand on est entrepreneur, qu'on a créé une boîte, c'est son bébé, c'est viscéral, c'est émotionnel, et l'émotionnel vient souvent empêcher le rationnel. Quand clairement les deux sont pas alignés ou sont pas en cohérence, il y a les peurs qui s'installent, il y a les doutes, il y a l'incapacité d'agir, il y a etc. Il y a plein de croyances qui nous empêchent d'être au top. Est-ce que c'est aussi pour les entrepreneurs ou certains entrepreneurs peut-être cette idée de devoir faire travailler plutôt l'intelligence collective et d'être moins centré peut-être sur son ego ? Alors l'intelligence collective, ça a plus d'écho aujourd'hui dans les entreprises qui ont entendu parler ou qui essayent l'allocratie ou les entreprises libérées, voire les startups. Il y a beaucoup de workshops, il y a beaucoup de brainstorming, il y a beaucoup d'actions et de décisions qui sont prises en collectif. Il reste que dès qu'une organisation commence à se développer, elle commence à créer des hiérarchies, elle commence à créer des responsabilités, à un petit peu spécialiser les uns et les autres dans des rôles qui sont intéressants et qui sont positifs dans beaucoup d'entreprises et pour beaucoup de profils, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a pas tous les mêmes profils, les mêmes personnalités, donc il y a des personnalités qui sont adaptées et qui veulent être dans des organisations très fermées en termes de décision, et d'autres qui ne sont pas du tout faites pour ça. L'intérêt du coaching aussi, c'est de mettre en lumière le fait que qui est adapté à quelle organisation. Ça, c'est très important, et en termes de recrutement, en termes d'accompagnement du recrutement, c'est un des vrais facteurs de réussite du recrutement. Quelles sont selon vous les qualités essentielles d'un entrepreneur pour réussir ? Alors, les qualités essentielles de l'entrepreneur, d'avoir de l'ambition. Et l'ambition va avec la confiance. Malgré cette ambition, ou avec cette ambition et avec cette confiance, de savoir rester ouvert et humble. On peut avoir des qualités qui se transforment en vrais défauts. Quelqu'un qui a confiance peut devenir extrêmement fermé et têtu. En revanche, s'il sait bien s'entourer, s'il a l'humilité de se dire qu'il a des forces et des faiblesses, et qu'il ne peut pas tout faire, mais qu'il va s'entourer d'experts, c'est une question d'humilité. Et là, on parle d'intelligence collective. Autre qualité, je dirais, sont des qualités humaines pour se connecter aux autres, pour comprendre les autres, pour comprendre les besoins des autres et les objectifs des autres. Ça, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'imaginent que, par exemple, on parle beaucoup d'engagement en ce moment, ils demandent autant d'engagement à leurs salariés qu'ils en ont eux-mêmes pour leur propre boîte. La plupart du temps, c'est juste impossible, parce que c'est pas leur boîte, par définition. Après, il y a plein d'autres qualités. La conscience de pouvoir justement voir et se voir,
La connaissance de soi, c'est extrêmement important. La capacité d'adaptation pour réagir, mais réagir en fonction de sa stratégie, en fonction de sa vraie motivation finale. Vous venez au départ du marketing et de la communication. Est-ce que vous intégrez aussi ces volets-là dans votre volet coach ? Est-ce que vous aidez finalement les entrepreneurs à mieux communiquer aussi sur eux-mêmes ? Alors c'est vrai que j'ai un parcours qui est assez atypique. J'ai été journaliste, j'ai fait beaucoup de communication et de marketing, de gestion de projet. Ensuite j'ai été consultant en stratégie et en marketing. Et de fil en aiguille, les dirigeants et les managers ont commencé à me demander de les accompagner d'un point de vue plus personnel. Alors, consultant et coach, c'est pas la même chose. Un consultant, c'est un sachant qui donne son opinion parce qu'il est positionné comme expert. Un coach, il est expert du fonctionnement humain, mais pas des solutions qu'il a apportées aux problèmes et aux objectifs des dirigeants, des clients. Parfois, j'ai la casquette de consultant, parfois j'ai la casquette de coach. Donc je vais, quand je sens qu'il y a des questions sur le marketing, qu'il y a des décalages entre l'efficacité, les résultats et les objectifs, je vais aussi leur poser des questions confrontantes, bienveillantes mais très confrontantes sur clairement la stratégie, leurs résultats, les actions qu'ils mènent dans leur plan d'action, pour qu'ils aient conscience que telle ou telle action a des résultats, telle ou telle autre n'en a pas du tout. Et qu'ils doivent, à un moment donné, prendre des décisions. C'est leur décision, mais on révèle aussi un certain nombre de dysfonctionnements dans les processus. Ouais. Est-ce que vous avez la réponse, la formule magique à la question comment affronter ses peurs plutôt que de regretter quelque part qu'il ne soit trop tard un jour, comment s'autoriser à être plus heureux en tant qu'entrepreneur en n'ayant pas de regrets ? Oula, quelle question. Ça, c'est une des grandes questions existentielles. Alors, comment on fait ? Il y a des techniques, il y a des façons de faire, il n'y a pas de recette magique parce que ça va dépendre des personnalités, ça va dépendre de chacun, de où on en est par rapport à son chemin personnel. Dans la gestion des émotions, une étape primordiale pour dépasser sa peur ou pour éviter de la subir trop, c'est déjà d'accepter et d'avoir un rapport différent à ces émotions. On vit dans une société où il y a des émotions qui sont dites négatives, d'autres positives. Une émotion, c'est ni négatif ni positif, c'est d'abord un signe. Alors qu'est-ce qu'on fait de ce signe ? Et comment on accepte de ressentir une émotion ? Il y a des émotions qui sont de l'ordre de la colère et de l'agacement, qui sont des bons signes dans telle ou telle situation et qui peuvent nous permettre d'évoluer, de rebondir et de voir plus clair. Déjà ça, si on arrive à ressentir cette émotion plus consciemment, de l'accepter et d'en faire quelque chose qui peut nous faire avancer, c'est déjà un grand pas. Ensuite, par rapport au regret, et d'ailleurs l'émotion, je rebondis là-dessus, l'émotion n'empêche pas l'action. Et il y a beaucoup d'études physiologiques et qui sont basées sur les neurosciences qui montrent ça. Quand on est dans l'action, l'émotion, elle est beaucoup moins intense, beaucoup moins fréquente et beaucoup moins qui dure beaucoup moins de temps. Donc l'action, j'allais dire bête et méchante entre guillemets, ça aide à dépasser les peurs. C'est pas que l'action soit bonne ou pas, mais en tout cas l'émotion est réduite. Donc ça c'est une deuxième solution. Sur le regret, il y en a qui fonctionnent par motivation positive, il y en a beaucoup qui fonctionnent aussi et qui sont motivés par le fait de ne pas regretter justement a posteriori. Ça peut être une bonne source d'action, une bonne source de développement personnel. Ouais. Sur les recettes, je peux pas dire aujourd'hui qu'il y en a. Finalement, on a beaucoup coupé pendant un certain temps, on va dire, l'entrepreneur de ses émotions. On a longtemps pensé peut-être qu'il fallait se fier uniquement à l'intelligence rationnelle et pour des questions de pouvoir finalement, ou peut-être
le fait d'être sûr de soi, il fallait se couper de ses émotions. Vous faites tout le contraire, vous reconnectez les entrepreneurs à leurs émotions et vous montrez l'importance pour la performance finalement de l'entrepreneur, de l'intelligence émotionnelle. Alors on vit dans une société française, c'est peut-être la société la plus cartésienne au monde. Descartes était français, on a une vraie école de rationalité en France, et une vraie culture de rationalité. Les anglo-saxons aussi sont extrêmement d'héritage culturel coupé de leurs émotions. On se rend compte que quand on est coupé de ses émotions, et notamment les entrepreneurs qui prennent des décisions, qui ont une charge mentale très grande, qui ont une pression forte, qui sont uniquement dans le rationnel, sont juste pas épanouis, se sacrifient beaucoup, contractent un certain nombre de maladies pour beaucoup d'entre eux. Là on parle de surmenage, on parle de burn-out, on parle de grande émission. Il y en a beaucoup qui n'en peuvent plus parce qu'ils ne s'écoutent pas. Les émotions, je l'ai dit, sont des signes. Le burn-out aussi est un signe à un moment donné, le corps dit stop, parce que sinon ça va très très mal se passer. Parfois le stop est déjà très impactant et très grave. Mais une personne qui ne fait que travailler, que d'être dans la rationalité, exprime toujours, mais toujours, un manque, toujours un malaise, toujours quelque chose qui ne va pas et qui l'empêche de. L'empêche de quoi? Tout dépend des personnes, l'empêche d'être heureux, l'empêche de prendre du temps, et c'est les regrets dont on parlait tout à l'heure. Le regret, voilà, il y a une infirmière qui avait rédigé un livre sur les regrets, et quel que soit le succès des personnes qu'elle a eues dans son service de soins palliatifs, les personnes regrettent d'avoir trop travaillé, de ne pas s'être autorisé à être heureux, etc., etc. Un certain nombre de regrets, il y en a 5 qu'elle a notamment évoqués. Donc les émotions, c'est pas pour tomber dans la mièvrerie et se dire que nous sommes des êtres, on a besoin de ressentir. Ça fait partie de nous. On est des êtres conscients. L'être humain est un être conscient, est un être social, est un être doué d'émotions et un être doué de conscience. Sans rentrer dans la spiritualité, quand on est en cohérence, quand on met en cohérence le cerveau, le cœur et j'allais dire les tripes, ce qui se passe, c'est que les personnes sont plus épanouies, elles prennent de meilleures décisions, elles sont plus performantes, elles sont mieux entourées, elles sont plus aimées, etc., etc., etc. Donc c'est un bénéfice pour soi, physique, mental, spirituel, d'accepter, de jouer aussi avec ses émotions, parce que ça fait partie de nous tout simplement. Les entrepreneurs qui ont envie de se connecter plus à leur humanité, à leur sensibilité pour encore mieux avancer dans leur entreprise, ils vous contactent comment? On peut nous contacter sur le réseau social LinkedIn, sur mon profil Jérôme Marzac tout simplement, ou sur le site indexcoaching.fr. Merci beaucoup Jérôme. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.